suis ravie de parler de Fernande et Picasso parce qu'en fait, au musée de Montmartre, dans le cadre de la Jubilé Picasso, nous organisons une exposition sur Fernande, la musée Picasso. Donc c'était une excellente occasion de cette conférence de pouvoir en parler en premier lieu. Avant de s'installer définitivement au printemps 1904 au Bateau Lavoir, Picasso est déjà venu 3 fois tenter sa chance à Paris. Quelques jours avant son 19e anniversaire, Picasso part pour Paris avec son ami Casagemas à l'automne 1900. La difficulté financière l'oblige à revenir ponctuellement à Barcelone. Le 17 février 1901, Picasso est à Madrid pour quelques semaines lorsqu'il apprend le suicide de son grand ami Casagemas. L'impact de cet événement sur l'œuvre de Picasso est considérable et le cycle de tableaux représentant la mort de Casagemas constitue la genèse de sa période bleue. Le 25 juin 1901, il expose chez Vollard des toiles représentant la vie parisienne et rencontre Max Jacob. Ces quelques séjours parisiens lui ont permis par intervalles de s'imprégner de la culture artistique parisienne de l'époque. Il lit Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, il regarde Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh et Gauguin. Alors, en pleine période bleue, le 12 avril 1904, Picasso quitte définitivement l'Espagne pour la France. En mai, il reprend l'atelier de Paco Durieux au 13 rue de Ravignon à Paris. Le bâtiment vétuste qui abrite des ateliers d'artistes depuis 1989, après avoir servi de l'atelier de fabrication de pianos et de serrurerie, se trouve sur la butte de Montmartre. Appelé encore la maison du trappeur, lorsque Picasso y emménage, il recevra ensuite le surnom du Bateau Lavoir, donné par Max Jacob en raison de sa ressemblance avec les bateaux lavoirs amarrés sur la Seine et parce qu'il voyait du linge un peu partout, comme il n'y avait qu'un seul point d'eau. Picasso dispose d'un atelier relativement grand au rez-de-chaussée. Il a pour voisin l'artiste Ricardo Canal, qu'il connaît de Barcelone et qui habite le Bateau Lavoir depuis 1901. Ainsi que sa femme romaine Benedetta, qui a notamment posé pour Renoir et Degas. Ils se lient d'amitié. En mai 1904, lorsque Picasso s'installe à Paris, Fernande Olivier habite déjà au Bateau Lavoir. De son vrai nom, Amélie Long, la jeune femme a changé de nom en 1900. Confiée à son oncle et sa tante, elle vit une enfance malheureuse, mais développe un goût prononcé pour la lecture et l'écriture. Pour fuir ce carcan familial, elle épouse Paul-Émile Percheron, un époux violent qu'elle fuit rapidement. Elle trouve refuge dans le logement atelier de sculpteur Gaston de la Baume, Laurent Desbiennes. Elle est modèle professionnel et a notamment posé pour Henner, Boldini ou encore Frise. Elle est très liée à son voisin, le peintre et graveur Ricardo Canals, que Picasso a rencontré quelques années plus tôt à Barcelone, au cabaret El Catcats. Ne parlant encore qu'en français très lacunaire, Picasso s'entoure surtout de ses amis artistes espagnols catalans, également installés à Paris. Il s'agit notamment de Paco Durieux, Ricard Canals, Joachim Sunier et Ignacio Sulango. Fernand Olivier dira de son atelier qu'il était le refuge de ses compatriotes. Ces fréquentations établissent déjà un point commun entre Picasso et Fernande, l'amitié des Canals. Benedetta Canals, épouse de Ricard, est en effet modèle, tout comme Fernande, et les deux femmes sont très amies. Picasso entretient, lors de ses premiers mois à Bateau Lavoir, une relation avec une certaine Madeleine, pendant la transition entre la période bleue et la période rose. Et s'ils ne se fréquentent pas immédiatement avec Fernande Olivier, les deux jeunes gens se sont remarqués. Fernande Olivier raconte « J'habitais le 13 de la rue Ravignon quand je remarquais un personnage assez particulier qui venait de s'installer dans la maison. » C'était Picasso. Il n'avait rien de très séduisant quand on ne le connaissait pas. Pourtant, son étrange regard insistant forçait l'attention. Ce feu intérieur que l'on sentait en lui dégageait une espèce de magnétisme à quoi je ne résistais pas. C'est après avoir appris la grossesse de Madeleine que Picasso rencontre véritablement Fernande. Appelée plus tard la belle Fernande par les amis de Picasso, elle a alors le même âge que Picasso et est reconnue par sa beauté. Fernande raconte alors leur première rencontre.
Quelle rencontre lourde de présages! Je me souviens de cet après-midi orageux à l'atmosphère lourde. Le ciel était noir, obscurci par les nuages qui ne tardèrent pas à crever. Nous obligeons à chercher un abri. Il m'entraînera dans son atelier et je retrouve encore en moi nettement l'image et l'odeur de cet atelier que les grandes toiles en chantier animaient d'un désordre brutal et coloré auquel je m'habituerai vite. Ou encore, je rencontrais Picasso comme je rentrais chez moi un soir d'orage. Il tenait entre ses bras un tout jeune chat qui m'offrait en riant, tout en m'empêchant de passer. Je ris comme lui, il me fit visiter son atelier. Ils entament alors une relation irrégulière. Fernand dissimule d'abord à Debienne ses visites chez Picasso et entretient une relation avec Joachim Sugnier. C'est certainement Fernand d'Olivier qui apparaît déjà de façon implicite dans le dessin daté d'août Les Amants. Ce dessin a toujours été conservé par Picasso. Il est daté d'août 1904, marqué en espagnol, vous le voyez là en haut. Il montre une empreinte charnelle dans un espace presque irréel et sanctifié par l'absence totale de décor, donnant l'impression que le couple flotte dans les airs. La jeune femme aux yeux en amande a les traits de Fernand d'Olivier. Cette dernière a raconté que leur rencontre s'était faite un soir d'orage, probablement le 4 août 1904. Les deux amants représentés en la vingtaine et pourraient effectivement représenter Picasso et Fernande. C'est véritablement à partir de 1905 que leur relation devient plus sérieuse. Fernande est ouvertement représentée dans les œuvres sur papier comme Le nu endormi ou Méditation. La relation passionnelle qui débute laisse apparaître un Picasso revivier après des années émotionnellement dures, mais terriblement jaloux, ne laissant pas sa compagne sortie seule pour faire ses courses. Sans le sou, il vivait une vie de bohème, dans un Montmartre encore villageois. Fernand passe pour être le premier grand amour de Picasso. Le témoignage de Fernand est précieux pour se figurer l'apparence de l'atelier du peintre en 1904-1905. De grandes toiles inachevées se dressaient dans l'atelier où tout respirait le travail. Mais le travail, dans quel désordre, grand Dieu! Un sommier sur 4 pieds dans un coin, un petit pôle de fointe, tout rouillé, supportant une cuvette en terre jaune servait de toilette. Une serviette au bout de savon était posée sur une table de bois blanc à côté. Une chaise de paille, des chevalets, des toiles de toutes dimensions, des tubes de couleurs éparpillés à terre, des pinceaux, des récipients à essence, une couvette pour l'eau forte. Pas de rideau. Dans le tiroir de la table, il y avait une souris blanche apprivoisée par Picasso, que Picasso soignait avec tendresse et montrait à tout le monde. En septembre, il réalise sa première gravure marquante avec Ricardo Canals, Le repas frugal. Marqué par la mélancolie et l'austérité de sa période bleue, celle-ci produit une grande impression sur Fernand d'Olivier qui raconte. À cette époque, Picasso travaillait à une eau forte maintenant célèbre. Un homme et une femme sont assis devant une table chez le marchand de vin et ce couple famélique se dégage une intense expression de misère et d'alcoolisme, d'un réalisme effrayant. En effet, si Fernande est sensible à l'œuvre de Picasso, elle trouve sa période bleue inquiétante. Je fus étonnée devant l'œuvre de Picasso, étonnée et attirée. Le côté morbide qui s'en dégageait me gênait bien peu, mais me charmait aussi. Nous savons par Fernande qu'il suivit alors avec enthousiasme les spectacles du cirque de Medrano, qui se trouvait à 2 pas du bateau-lavoir. Les saltimbanques envahissent alors son œuvre. Il réalise des dessins autour de la figure de Pierrot et de l'acteur. En témoigne notamment la planche de dessin de décembre 1904, réalisée à 2 mains avec Max Jacob. Parmi les figures dessinées par Picasso se trouve une tête de Fernand d'Olivier et celle de Octavio Canals, le fils de Benedetta Canals, ami de Fernand et de Picasso au bateau-lavoir. Trace de grande amitié et de collaboration artistique entre Picasso et Max Jacob,
Ce dessin est aussi un témoignage de l'invention progressive de l'image de Fernande dans l'œuvre de Picasso. La présence du chat, également dessiné par Picasso sous la figure de Fernande, nous évoque leur rencontre. Un soir d'août, il aurait présenté un chat à la jeune femme pour l'amuser. Le 3 septembre, Fernande aménage ses Picasso. Puis d'un bond, tu fus dehors, traînant la malle, d'un autre bond, tu fus chez toi, et tu m'y enfermeras avec la malle et toi, et tes bras se refermèrent sur moi. C'est la première fois que l'artiste s'engage dans la vie commune avec une femme. Il est possible que ce changement personnel ait participé à l'abandon progressif, bien que temporaire, de son double arlequin. Fernande Olivier s'exerce elle aussi à la peinture. Picasso compare beaucoup l'art de Fernande à celui de Marie Laurencin. Ça ressemble un peu à Marie Laurencin, mais Fernande avait un trait plus figureux, moins joli. Elle réalise son autoportrait vers 1905. Il s'agit de la plus ancienne huile sur toile de Fernande que nous connaissons. Son visage rond de jeune femme est bien mis en valeur par sa chevelure d'un brun roux. Elle fait déjà preuve d'une certaine maîtrise, où on sent toutefois le dessin sous-jacent qui structure la composition et l'huile épaisse qui vient respecter les espaces aussi ainsi définis, donnant ainsi l'impression d'une peinture cloisonnée. Elle pose pour Picasso, qui réalise en 1906 la tête femme, en bronze, qui conserve les traits de Fernande, notamment ses yeux en amande. Picasso commence alors à s'éloigner de la représentation immédiate de ses sujets et à éliminer tout indice de psychologie. Les traits de Fernande, toujours identifiables, se font plus génériquement cependant. Ses yeux sont asymétriques et la chevelure se confond dans le cou. La différence de modelé entre la chevelure et le visage laisse aussi apparaître l'usage d'outils spécifiques au modelage, laissant penser que Picasso, aussi autodidacte qu'il fit dans sa pratique de la sculpture, s'est entouré de conseils et du matériel approprié, certainement parmi le cercle d'artistes catalans qui gravitaient alors autour de la butte de Montmartre. L'autre tête de femme, aussi en bronze, montre aussi les traits de la jeune femme, mais marque déjà un nouvel effort de schématisation et évolue déjà vers le masque. Et on voit également l'influence des arts ibériques, la sculpture océanienne, découverte par le biais de Gauguin. Durant l'hiver 1905-1906, Picasso visite au Louvre une exposition d'objets découverts lors des fouilles archéologiques d'Osuna et du centre de Los Santos. Il découvre l'art ibérique antique, dont la force expressive et le primitivisme l'impressionnent fortement, même si leur influence ne se manifeste pas tout de suite dans ses œuvres. Au printemps 1906, il découvre le peinture d'Ingres au musée du Louvre. Il est sous le choc. Il commence alors à travailler au tableau La coiffure. La femme représentée a les traits de Fernande. Au même 1906, après la vente de nombreux tableaux à Vuillard et au Stein, Picasso a désormais assez d'argent pour retourner en Espagne, après 2 ans d'absence. Il emmène Fernande avec lui. Il présente alors Fernande à ses parents comme sa fiancée, bien qu'en tant qu'encore mariée, elle puisse l'épouser. Sur l'invitation du sculpteur espagnol Enrique Casanova, Picasso et Fernande font passer un séjour dans le village pyrénéen de Gozol. Ils logent dans l'unique auberge du village, Cal Tampanada, tenue par Joseph Vandevilla. Picasso et Fernande sont probablement les seuls étrangers. Tous deux apprécient la beauté du site et Fernande se souviendra plus tard. À Gozol, ce fut un enchantement. Tout là-haut, dans un air d'une pureté incroyable, au-dessus d'un nuage, entouré des habitants aimables, hospitaliers, désintéressés, presque tous contrebandiers, nous avons trouvé ce qui peut être le bonheur. Picasso est bien différent en Espagne qu'à Paris, souligne-t-elle. Je l'ai vu en Espagne si différent de lui-même, ou plutôt si différent de Picasso de Paris. Gai, moins sauvage, plus brillant, animé, s'intéressant aux choses avec aplomb et calme, à l'aise enfin. Il se dégageait de lui un rayonnement heureux,
en contraste avec son attitude et son caractère habituel. Il représente d'ailleurs Fernande à l'espagnol, dont Fernande à la mantille blanche. La tête femme au voile est classique, et même si les traits de Fernande Olivier sont flagrants, ce visage rappelle les statues antiques que Picasso a vues au Louvre. Le peintre a, à cette période, fréquemment choisi ce type de costume avec le voile et les fleurs pour ses modèles femmes. Ici, la forme de la tête, qui se divine sous les cheveux, la fermeté du contour du nez et des joues, les yeux fendus en amande et la ligne des sourcils, la régularité de la bouche au-dessus de menton vigoureux, l'expression un peu figée qui en résulte, pourrait appartenir à une sculpture du Ve siècle classique. Picasso et Fernande restent à Gozol du 25 mai à mi-août 1906. Il y produit 302 œuvres. Il y adopte une palette ocre et un langage formel plus géométrique et synthétique. Il trouve le plus souvent son inspiration dans la figure de Fernande, qu'il représente généralement nue dans une série d'œuvres, faisant de son corps un champ d'expérience artistique. Dans ce contexte, il réalise à la fin du printemps et au début de l'été des tableaux innovateurs, comme le harem, inspiré du bain turc d'Ingres, et la toilette, pour lesquels il effectue plusieurs études préparatoires. Si ces œuvres trahissent la recherche d'un nouveau langage archaïque à travers des figures encore essentiellement classicisantes, l'image de Fernande dans Nu aux mains jointes, avec son corps monumental et son visage évoquant un masque, signe le passage au primitivisme sculptural, lequel peut aussi s'expliquer par un plus grand intérêt pour la sculpture ibérique antique et se révèle essentiel pour son évolution artistique. Outre Fernande, d'autres habitants de village acceptent de poser pour Picasso, notamment le vieil aubergiste Joseph Fondevilla, avec lequel l'artiste s'est lié d'amitié. L'intérêt marqué de Picasso pour son visage, caractérisé comme un masque qui apparaît dans différentes œuvres, peut être perçu comme le signe d'une nouvelle orientation esthétique, au-delà de la figuration classique. Quant à Fernande, elle décrit Fondevilla comme un vieillard farouche, d'une beauté étrange et sauvage. Il avait, malgré son âge, gardé ses cheveux et des dents tout usées, mais fort blanches. Méchant, acariâtre avec tous, il ne se retrouvait sa bonne humeur qu'après de Picasso. Dans une lettre à Apollinaire, Fernande rend compte en détail de la vie à Gozol, et Picasso ajoute un trait d'humour accompagné de petits dessins. À Gozol, il expérimente pour la première fois la sculpture sur bois. Entre juillet et août, il réalise ainsi 3 sculptures sur bois connues sous le nom de bois de Gozol, qui reflètent son nouvel intérêt pour un langage archaïque primitiviste. Picasso travaille le bois et produit des figures d'une grande économie de moyens, marquées par la concision de leur traitement anatomique. Parmi elles figurent nus au bras levé et buste femme Fernande, qui observe le contraste entre la texture originale du bois, presque laissée à l'état vierge, et la délicatesse du visage féminin. Ce buste femme trahit l'influence de la Vierge à l'enfant de Gozol, une statue romane en bois du XIIe siècle que Picasso a très probablement vue dans l'église Santa Maria del Castel. Vers le 12 août, une épidémie de typhus oblige Picasso et Fernande à partir plus tôt que prévu de Gozol. Ils retournent au bateau lavoir, les bras remplis de valises, des rouleaux de toile et des sculptures en bois. Fernande continue d'être modèle pour Kees van Dongen, alors je vais aller un peu en avant, qui la représente plusieurs fois dans ses portraits majeurs, notamment après son retour de voyage de 6 mois aux Pays-Bas. Fernand décrit ainsi la manière de Van Dongen. Il passait sa soirée dans les bals, les cafés Montmartre, un carnet de croquis à la main. Il en a gardé de ce côté réaliste, voire un peu canaille, qu'on retrouve encore dans certains de ses portraits mondains. Dans la lithographie, toute la bande du bateau Lafoire est réunie. Nous y reconnaissons Van Dongen par sa barbe et sa pipe,
tandis que Picasso est embrassé par Fernande, sa radieuse compagne aux longs yeux d'odalisque. Mais on voit aussi Apollinaire et Max Jacob. Dans sa quête accrue d'un langage primitiviste et dans le sillage des œuvres réalisées à Gozol, je vais aller en arrière. Voilà. Sur le thème de la femme se coiffant, Picasso achève également à la fin de l'été la coiffure qu'il avait commencée à Paris au printemps. Entre la fin de l'été et l'automne, il travaille à une série de tableaux sur le motif de la femme nue se peignant, qu'il commence sans doute avec la grande gouache Femme au peigne et poursuit avec les tableaux nus sur fond rouge, Femme se coiffant et une autre toile intitulée La coiffure. Cette attitude gracieuse dans Nu sur fond rouge est contrebalancée par la radicalité du traitement choisi par Picasso, la schématisation des formes du corps, alors parfois jusqu'à la déformation. L'art ibérique ancien ait joué un rôle déterminant dans la manière dont Picasso travaille à la représentation de la figure humaine. Le traitement de la couleur joue également un rôle capital, inspiré de la période de Gozol. La construction des formes par le biais des hachures coloriées sur le corps d'une femme annonce les formes courbes, des formes cubistes en gestation que nous verrons plus tard dans Les Demoiselles d'Avignon. Au Salon d'automne, en 1906, Picasso admire la rétrospective Paul Gauguin. Inspiré par Gauguin et poursuivant ses recherches sur la femme se peignant, il réalise dans l'atelier de Paco Duria et avec l'aide de celui-ci les sculptures Femme se coiffant et buste Joseph Fondevilla à partir des portraits exécutés à Gozol. À l'automne 1906, Picasso découvre le masque Fang chez André Derain. Il produit alors de nombreuses œuvres où le nu féminin tient une place importante. Ça reflète aussi l'intérêt manifeste de Picasso pour les baigneuses de Cézanne, le corps de Fernande Olivier, qui a sans doute posé pour ses peintures, y est soumis à des transformations radicales. Parmi ces tableaux figurent des compositions à deux personnages qui culminent avec deux nus, dit aussi deux femmes nues, pour lesquelles vous voyez ici une étude. Picasso introduit à l'intérieur d'un thème classique des déformations corporelles primitivistes, pour ainsi dire géométrisantes, qui seront essentielles pour son évolution artistique jusqu'au tableau emblématique qu'il concevra l'année suivante, Les Demoiselles d'Avignon. De l'automne jusqu'à l'hiver, Picasso réalise des dessins et une série d'autoportraits dans lesquels s'exprime l'influence précoce de la sculpture africaine comme celle de la sculpture ibérique antique. À la fin de l'année, il commence à réaliser des esquisses de figures qui habitueront aux premières esquisses pointent puis au tableau des Demoiselles d'Avignon à l'été 1907. Cette période de création de Demoiselles d'Avignon est une période difficile pour le couple de Picasso et Fernande, qui connaissent une séparation entre fin août 1907 et sont de manière certaine de nouveau ensemble au printemps 1908, lors du suicide de Huygens, leur voisin du bateau Lavoir. En effet, le peintre connaît alors une grande solitude dans cette quête picturale qui sont les Demoiselles d'Avignon. Pendant cette période de trouble pour le couple, Fernande écrit 3 lettres à Gertrude Stein qui confirment qu'il s'agit d'une véritable séparation. En 1909, Fernande et Picasso emménagent ensemble boulevard de Clichy. Les mois de l'été 1909 que Picasso passe à la Horta de San Juan avec Fernande Olivier ont été décisifs pour le cubisme analytique. On ne sait pas si Fernande a toujours posé pour les œuvres réalisées par Picasso à cette période, mais en tout cas, elle en a inspiré plusieurs. C'est cette inspiration de Fernande qui a permis de conserver un ancrage important dans la figuration et une place essentielle de la figure humaine dans l'œuvre de Picasso. Encore fortement inspiré par Cézanne, le douanier Rousseau et l'art africain, Picasso simplifie et géométrise les formes, notamment la désarticulation du volume en surface bosselée alternativement convexe et concave, et l'idée de sa réorganisation de l'espace élancé.
dont la célèbre tête cubiste, modelée à Paris à l'automne 1909, qui est considérée comme la première sculpture cubiste de Picasso, il met en œuvre les implications dramatiques qui recèlent les tensions musculaires et les points de vue mouvants. Un intrigue dessin préparatoire semble indiquer que ses cheveux tressés ont inspiré les pointes de couronne. Bien qu'aucune de ses œuvres ne constitue un portrait conventionnel et que l'image de Fernande soit changeante, la tonalité de cette série est maussade, tant l'expression est impénétrable. Le jeu des clairs-obscurs participe aussi de cette tension. Le cubisme de Picasso, ainsi, s'est avéré apte à révéler le tempérament et la psychologie de sa compagne. En effet, dans une lettre à Alice Toklas et Gertrude Stein, Fernande se plaint de s'ennuyer en Catalogne avec un Picasso complètement absorbé dans son travail. Au fil de cet été 1909, le peintre poursuit sa logique de la fragmentation dans une suite de têtes inspirées par Fernande. Inspiré de l'art nègre, il a recours à une abstraction radicale des formes, comme on avait vu dans les études pour la Demoiselle d'Avignon, des yeux ronflés, des nez aux arêtes vives, des hachures violentes, ou encore dans Femme assise dans un fauteuil. Oh, pardon. On était là. La forme est suggérée par l'imbrication métonymique des plans et des lignes structurelles avec une fragmentation qui sert à organiser l'espace. Fernande, si elle a servi de modèle, n'est plus reconnaissable. Ce sont précisément ces forces cachées des sculptures exotiques d'où émanent de tels jets de vie magique qui captivèrent Picasso et ses contemporains et les aident à détrôner la conception du beau académique. Dans ses mémoires, Fernande Olivier est très discrète en ce qui concerne le cubisme. Quelques phrases suppressent une certaine réticence. Je ne veux pas faire ici l'apologie du cubisme que je ne puis ni expliquer ni admirer simplement. L'œuvre maîtresse de la période, La Demoiselle d'Avignon, n'est pour preuve jamais citée. Elle décrit simplement l'humeur de Picasso pendant ses recherches cubistes. À cette époque, il commençait à faire des portraits cubistes. Il fit celui de Eudes, de Vollard, de Kahnweiler. Il travaille longtemps sur ses portraits, surtout sur celui de Vollard qui traîne des mois. Malgré les difficultés matérielles, il était de plus en plus sombre. Quand on lui demandait ce qu'il avait, s'il était ennuyé, souffrant, il vous regardait d'un air étonné et répondait « Non, pas du tout, je pense à mon travail ». En été 1911, Picasso et Fernande voyagent à Céret, dans les Pyrénées orientales. Avec Braque, à Céret, Picasso élabore un nouveau langage pictural où les figures sont presque insaisissables, fragmentées et réduites à des simples signes. À cela s'ajoutent des caractères d'imprimerie. La séparation définitive de Picasso et Fernande a lieu en début du mois de mai 1912. Gilbert Krill, filleul de Fernande, décrit ainsi leur rupture. À l'automne 1911, le couple Pablo-Fernande rencontre le couple Marcus-Eva à la brasserie L'Ermitage, alors à la mode. Fernande a fait cette allusion, vraiment très discrète, à une rupture dans un de ses textes. À l'Ermitage, il y avait encore Olin, Marc Jacob, Severini, Boccioni, quelquefois et ce pauvre Basler. Marcus, devenu Marcosi, dont les déboires amoureux causés par Picasso défrayèrent un moment la chronique historique de l'époque. Homme d'esprit avant tout, Marcus tire de ça un dessin pour la vie parisienne et il me semble voir encore un Marcus heureux qui regardait partir un Picasso lourdement enchaîné à une autre femme. Fernande a reconnu assez indirectement qu'elle était partie la première, la vie étant devenue difficile avec Pablo. Il semble qu'elle vécut avec Opie, un peintre de la bande à Severini, mais pour elle, Picasso demeurait le grand amour. Au cours de l'été 1912, Fernande, repentante, accompagnée par les Pichot, vieux amis du couple, arrive à Céret
où Pablo et Eva se cachent. Picasso prend très mal l'arrivée de Fernande et part avec Eva pour Avignon, puis Sorgue et Braque les rejoint. Fernande ne reverrait jamais Picasso. Fernande dit que c'est elle qui est partie. Elle a d'abord travaillé chez Poiret, puis elle a récité des vers de Baudelaire au Lapin Agile. Elle enchaîne ensuite les petits boulots. De 1918 à 1938, elle partage la vie de Roger Carle, célèbre acteur de cinéma. Picasso est ensuite avec cette nouvelle compagne, Eva Goel, à qui il fait allusion par les lettres formant Mal-Joli, ou plus allusivement Ma et Jo dans ces tableaux. Picasso commence alors sa série de papiers collés et mène à son apogée le cubisme synthétique. C'est bien après sa relation avec Picasso que Fernande se remet à peindre dans les années 1930. Voilà, merci beaucoup.